Bonjour à toutes et à tous. Merci à Dorian et à Jean-Nicolas. Alors je vais vous parler avec une seule langue d'un travail qui aura été écrit à 10 mains. Donc mes collègues du groupe de recherche historique de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire participent à l'ensemble de ce travail. Alors je vais vous parler de Pierre Serin. Lorsque Dorian et Jean-Nicolas m'ont contacté, je me suis dit, mais on a déjà tout dit sur Pierre Serin. Et en même temps, on ne connaît pas grand-chose de Pierre Serin. Alors j'ai choisi de mettre en avant le ou les parcours plutôt que de me focaliser sur l'explication des conceptions. Alors pour bien comprendre Pierre Serin, et les deux diapos là qui arrivent sont importantes, il faut comprendre le parcours parallèle qui existe entre son évolution dans le milieu de l'EPS et son évolution dans le milieu de la gymnastique volontaire qu'il va mettre en place. Alors ici, vous avez sur cette diapo-là son parcours professionnel dans le monde de l'EPS, avec en bleu foncé ses lieux de formation. Donc il est d'abord élève à l'école normale d'instituteurs de Gironde de 1929 à 1932. Il devient donc instituteur à Audange et à Mions entre 1932 et 1937. Et pendant donc ce poste, enfin, lorsqu'il est en poste, il se rapproche de l'IREP de Bordeaux et entame des études donc, pour préparer le professorat d'éducation physique. En 1936, à la fin de sa première année d'IREP, il passe le concours de l'ENEP. Il est reçu premier, mais il reste pour des raisons personnelles, familiales, à Bordeaux, et il va finir ses études donc à Bordeaux en 1937. On le retrouve donc sur son premier poste de professeur d'éducation physique à Libourne entre 1937 et 1939. Puis, comme beaucoup d'hommes à cette époque-là, il est mobilisé. Il part dans les Ardennes, il me semble. Donc il fait sa drôle de guerre. Et comme beaucoup de gens, il est fait prisonnier. Il n'a pas dû se battre beaucoup. Et puis, en 1941, il s'évade, ou pas. Dorian pourrait peut-être en dire plus. En tout cas, Raymond Dinetti raconte son évasion et son retour en France, le passage de la frontière, etc. Bon, les réseaux qu'il a utilisés, des curés, des instituteurs. Et on le retrouve donc en poste à Périgueux en 1941, de 1941 à 1945. En 1945, il est nommé directeur du CREPS de Bordeaux. Il va y rester 22 ans. Alors, ces 22 ans-là, 45-67, ça correspond, en gros, et même un peu plus qu'en gros, à la période au cours desquelles ces conceptions, ou ce qui ressemble beaucoup à ces conceptions, constituent l'éducation physique officielle dans le secondaire en France. Et puis donc, à partir de 1967, il est nommé inspecteur pédagogique régional, d'abord à Aix jusqu'en 1970, puis à Toulouse jusqu'au moment où il prend sa retraite en 1975. Voilà. Et j'ai rajouté en jaune son diplôme de docteur d'éducation physique de l'université de Liège. Et notamment pour souligner que c'est un enfant issu d'un milieu plutôt paysan, assez modeste. Son père est un petit propriétaire terrien. Il fait notamment pousser des arbres. Donc c'est à Têche, dans le fond du bassin d'Arcachon. Il fréquente l'école communale. Il ne va jamais à l'école secondaire. Donc, à la fin de l'école primaire élémentaire, il suit 2 ans de cours complémentaires.
Je dirais même, il n'y a même pas d'école primaire supérieure à Têches. Hein. Et puis, c'est comme ça qu'il se retrouve à l'école normale d'instituteur, qu'il devient instituteur, puis rentre à l'IREP, et avec l'IREP, finalement, rentre un petit peu dans les écoles, dans les études secondaires. Hein. C'est à ce moment-là qu'il pratique le sport à un assez bon niveau sur le plan du sport universitaire. Et puis, il passe un doctorat qu'il passe sans jamais avoir eu le bac, hein, et qui, d'habitude, le doctorat couronne les études secondaires et supérieures. Donc lui, il a un parcours particulier. Et puis, surtout, et il faut le rappeler, hein, c'est un doctorat d'éducation physique, évidemment un doctorat qui n'existe pas en France à cette époque-là. Hein, et c'est bien un doctorat d'éducation physique. Hein. Si on associe Pierre Serin au mouvement médical en éducation physique, lui n'a jamais été médecin. Il est docteur, mais pas médecin. Ça, c'est pour son parcours professionnel, mais il faut absolument, pour comprendre le bonhomme, le mettre en perspective avec son autre parcours associatif au sein de la Ligue française d'éducation physique. Alors, il y rentre certainement assez tôt, enfin, il est en contact avec la LFEP assez tôt, je pense à partir de 1938, je vais y revenir après. Et puis, en 1945, donc, il préside la Commission nationale de la gymnastique analytique. Autrement dit, il devient le directeur de la pensée conceptuelle, en tout cas en ce qui concerne l'éducation physique scolaire, de la LFEP, hein, en face des médecins qui dirigent cette Ligue française d'éducation physique. Et puis il devient vice-président de cette LFEP qui est devenue FFGE, en 1953. À ce moment-là, il devient délégué de la Fédération internationale d'éducation physique jusqu'en 1958, où il en devient le secrétaire général, puis 1971, où il en devient président jusqu'à sa mort en 1983. Donc ce parcours est aussi important pour comprendre l'individu que son parcours professionnel au sein de l'éducation physique scolaire. Alors, les diapos qui viennent là, celle-ci et puis la suivante, sont centrales dans ma présentation. 22 ans comme directeur du CREPS de Bordeaux, c'est vraiment là le foyer de culture, le foyer de diffusion de ces conceptions. Et s'il parvient à rayonner, c'est en grande partie parce qu'il est entouré d'un certain nombre de personnes qui vont œuvrer avec lui. Hein, c'est pas un travail individuel, il se met très peu en avant. Hein. Par contre, il y a une espèce de travail de fond extrêmement important. Alors vous avez en jaune un petit peu la garde rapprochée. Raymond Dinetti, René Casamayou, Yvonne Lombard, Joseph Casamayou, 4 professeurs d'éducation physique, 2 hommes, 2 femmes, hein, qui vont travailler avec lui surtout les premières années, hein, de façon vraiment très très proche. Hein, son bras droit, son alter ego, c'est Raymond Dinetti. Et puis vous avez Evelyne Laboile. Hein, donc il faut souligner un petit mot, faire un petit mot là-dessus. Hein, donc elle est secrétaire du CREPS et Raymond Dinetti dit qu'à ses heures perdues, elle fait le secrétariat de Pierre Serin. Bref, abus de bien social. Hein, la secrétaire du CREPS payée par l'État et en fait la secrétaire de la Ligue française de l'éducation physique, et ça va durer jusqu'au moment où le siège de cette fédération ou de cette ligue devenue fédération va monter à Paris en 1964, il me semble. Et puis en bleu vous avez les militants de cette ligue, hein, et ces militants ont tous des situations en tout cas sont tous très bien implantés
en éducation physique. Donc vous avez Laurent Orplacé, inspecteur général, vous avez Robert Berthiaumieux, inspecteur général, vous avez Henri Talbot, inspecteur général, vous avez encore Roger Marchand, inspecteur général, ou tout au moins qui le devient. Bref, un nombre d'inspecteurs généraux, professeurs d'éducation physique, et là Karine pourra peut-être préciser, mais à cette époque-là, à la fin des années 50, hein, c'est quasiment la totalité, je crois, des professeurs d'éducation physique qui constituent l'inspection générale. Et puis, toujours en bleu, vous avez aussi Joseph, enfin il est en jaune, mais on pourrait le mettre aussi en bleu, Joseph Casamayou, Marcel Ganteret, Maurice Gastaud, Roger Marchand, qui sont tous directeurs de CREPS, ou qui le deviennent à un moment donné. Avec Pierre Serin à Bordeaux, ça fait 5 CREPS en France qui sont, entre guillemets, sous l'influence de ce courant de l'éducation physique méthodique. 5 CREPS, c'est globalement un tiers des CREPS en France. Hein. Ces CREPS, hein, qu'on présente très souvent comme voilà, la branche sportive, compétitive de l'éducation physique, faut peut-être mettre un petit peu d'eau dans ce vin, relativiser la chose. Il y a quand même à un moment donné un tiers des directeurs de CREPS qui adhèrent très ouvertement au courant de Pierre Serin. Voilà. Et puis, bon, vous avez aussi, enfin, du personnel jeunesse et sport hors scolaire. Donc, c'est le cas de Raymond Didetti, je vais y revenir, donc qui, à un moment donné, devient moniteur national, hein, en 1962 ou 1964, donc c'est-à-dire DTN. Et puis, vous avez Jacqueline Roger, inspectrice jeunesse et sport, qui va devenir une des militantes et des conceptrices de la gymnastique volontaire parmi les plus importantes. Donc voilà, donc un gros réseau de diffusion. Ma diapo suivante, bon, c'est la diapo centrale de mon exposé, c'est celle qui matérialise le parcours, la trajectoire du bonhomme, hein, et on pourrait dire qu'on va d'un manifeste à l'autre, du manifeste fédéral d'éducation physique de 1948, qui préfigure de ce qu'on trouvera dans Vers une éducation physique méthodique en 1949, hein, en quelque sorte la profession de foi, jusqu'au manifeste mondial d'éducation physique de 1970, qui, en quelque sorte, est le testament. Entre les deux, on a donc les deux voies, celle de l'EPS et celle de l'AGV, avec des étapes dans ces deux voies. Donc là, je vais plutôt parler du débat en éducation physique que des conceptions particulières de Pierre Serin. Donc dans les débats de l'EPS, on peut trouver deux phases. La première phase, donc, qui va de 45 à 58, qui est un petit peu le temps du positionnement de l'éducation physique méthodique par rapport à une éducation physique qui devient de plus en plus sportive. Je vais y revenir. Et puis une deuxième phase à partir de 1958 et la politique d'Herzog, où là, assez clairement, Serin s'oppose à la politique d'Herzog. Hein, donc on a un positionnement, une façon de rentrer dans le débat où finalement Serin va défendre des positions qui ne sont plus défendables compte tenu de l'orientation politique qui est prise. Et puis en face, en même temps, on a l'émergence de la gymnastique volontaire qui, au départ, est créée par l'éducation physique méthodique, c'est ce que dit Bernard Paris, hein, l'éducation physique méthodique crée la gymnastique volontaire, et puis cette gymnastique volontaire va progressivement prendre son indépendance, son autonomie vis-à-vis de l'EPM. Alors si on a une phase de gestation, je vais y revenir, je pense qu'elle est importante, une phase de naissance, on a aussi une phase où l'AGV devient spécifique, ça n'est plus l'éducation physique méthodique, et en quelque sorte, comme en éducation physique qui est devenue très sportive, Pierre Serin se trouve complètement débordé, dépassé, hein, à la fois par cette éducation physique sportive et à la fois par cette gymnastique volontaire indépendante
de l'éducation physique. Alors, très très rapidement, mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister, l'éducation physique méthodique. Alors, l'éducation physique méthodique, eh ben, c'est des objectifs en jaune, hein, qui sont très traditionnels, globalement une relecture du règlement général de 1925, pourrait-on dire, envers des principes ultra traditionnels, hein, ceux de la gymnastique suédoise, hein, notamment défendue par Tissier. Serin défend encore les positions fondamentales de départ pour tout exercice. Hein. On part des positions fondamentales, on revient à la position fondamentale. Donc une vision très anatomique, disons, de l'être, hein, qui glisse vers une vision plus physio-énergétique, hein, mais très peu liée à la personne agissante finalement. Et puis des moyens en bleu, hein, trois grands types de moyens, disons. La gymnastique suédoise, avec cette importance donnée à l'effort volontaire, hein, à la nécessité de l'acte conscient pour que l'acte soit éducatif, mais aussi une dose de ce qu'on pourrait appeler la néo-suédoise, avec beaucoup plus de rythme que ça existait précédemment avec, dans la version de Tissier. Hein, et puis on retrouve les principes et les exercices de la méthode naturelle. Et puis les pratiques sportives. Donc là, il faut aussi le rappeler. Il me reste 3 minutes. Bon, c'est pas grave. Je reviendrai sur la diapo précédente. Donc les pratiques sportives, hein, à aucun moment Serin est contre le sport. Toujours Serin donne une place au sport dans son éducation physique. À aucun moment dans la première phase, si je remonte à ma diapo précédente, à aucun moment au cours de cette période 1945-1958, on trouve de discours de Pierre Serin, par exemple, qui s'oppose à Maurice Baquet, par exemple. Ce à quoi il s'oppose, c'est plutôt à la tendance des professeurs d'éducation physique sur le terrain d'utiliser, à son sens, un peu à tort et à travers, le sport, plutôt que s'opposer à l'utilisation du sport en éducation physique. Déjà à cette époque-là, il se méfie du politique, hein, des objectifs politiques plus ou moins cachés, quelquefois pas cachés du tout. Hein, et ce qu'il craint arrive finalement avec Maurice Herzog, hein, une politique sportive quasi exclusivement liée à la compétition pour tout le monde, et lui défend une pratique sportive adaptée à tous, un sport-jeu, un sport santé, un sport qui permette à chacun de s'épanouir, plutôt qu'une politique qui vise à former du sportif d'élite, comme il le dénonce en tout cas vis-à-vis d'Herzog. Et puis deuxième point que je rattache à cette colonne de gauche, c'est la part de plaisir, de motivation immédiate liée au jeu que représente le sport, hein, et qui, pour lui, enfin, il n'arrive pas à intégrer cette idée-là qu'on puisse finalement être éduqué ou s'éduquer en s'amusant. Hein. Il y a des finalités supérieures dont l'élève doit avoir conscience, et ça justifie en quelque sorte l'idée d'une éducation physique qui passe par l'exercice volontaire, l'exercice conscient, hein, peut-être rébarbatif, et il l'explique, c'est là où justement le pédagogue doit être fort, alors que inversement, le pédagogue doit être fort lorsqu'il propose du sport, puisqu'il doit réussir à faire en sorte que l'élève dépasse sa motivation immédiate liée au jeu. De l'autre côté, la GV, et puis ben, je terminerai là-dessus. Alors 1900, je vais mettre quand même la première diapo. Voilà, celle-là, elle est importante parce que c'est un peu l'origine. Hein. Dès le moment où Serin est en poste,
en tant que professeur d'éducation physique. Il propose aux internes donc, du lycée de Libourne une éducation physique matinale. Je fais l'hypothèse que c'est cette initiative qui, à un moment donné, le fait repérer par la Ligue française de l'éducation physique. Il est dynamique, il engage ses élèves dans les compétitions scolaires qui existent, et notamment dans le Landy rénové par le docteur Fournier. Et le Landy rénové par le docteur Fournier nécessite que soit préparée, mise au point, une leçon. Et il fait en sorte que Libourne récupère la préparation de la leçon pour le Landy de 1938. Donc en fait, voilà, dès 1938-39, il est probablement militant, je n'ai pas la preuve matérielle, de la Ligue française de l'éducation physique. Et lorsque Fournier réussit à faire entendre à Col de Carrera que son EGS ferait bien de revenir peut-être à une éducation physique plus analytique, hein, on retrouve Pierre Serin, et en 1944, il écrit la gymnastique suédoise à l'école primaire. Donc on peut penser que déjà à cette époque-là, il est complètement inscrit dans cette ligue. Il est nommé probablement aussi sous l'influence de Fournier, directeur du CREPS de Bordeaux, et c'est à son intention que les 2 stages de Liesveld en 1946 et de la participation de la fédération à la Lingade de 1949 sont organisés. Hein. Donc il va étudier la gymnastique suédoise ou la néo-suédoise sur place. Hein. Et dès 1950, l'idée de créer un mouvement similaire en France existe. Alors de 2 façons. D'une part, au sein du CREPS, on monte une section expérimentale de gymnastique volontaire, et puis on trouve à l'extérieur, à la préfecture de Gironde, le moyen d'expérimenter avec un public extérieur aux professeurs d'éducation physique ou aux futurs professeurs d'éducation physique ce mouvement. 1951-52, des expérimentations de jeunes profs issus de Bordeaux se mettent en place en Gironde et puis un petit peu dans le sud-ouest. Et en 1954, cette ligue française se transforme en fédération de gymnastique éducative. Et donc la première section officielle de gymnastique volontaire date de cette époque-là. Elle est constituée à l'école normale d'institutrice de Niort avec Madame Drouet. Voilà. Donc après, je reviens un petit peu là-dessus. On a 2 phases, et je vais conclure là-dessus si tu veux. Hein, on a 2 phases qui succèdent. D'une part, une phase 1954-1963 de lente et très amateur développement de la GV, et puis avec que des gens issus du CRU, que des professeurs d'éducation physique qui en sont les moniteurs. Bref, la GV égale l'éducation physique méthodique. Et puis à partir de 61, 62, 63, les effectifs augmentent de façon importante, hein, et il devient nécessaire de recruter d'autres moniteurs, et ces moniteurs vont être recrutés parmi les pratiquants et de plus en plus parmi les pratiquantes. Hein. De jeunes profs arrivent sur le marché, peut-on dire, hein, et on a l'influence notamment de Bernard Paris, de Raymond Murcia, de comment elle s'appelle, Jacqueline Roger, qui vont venir finalement développer de nouvelles conceptions propres à la GV, hein, qui quittent l'éducation physique méthodique. Et Pierre Serin, comme en éducation physique, n'aura pas su suivre le mouvement. Hein. L'EPS lui échappe en devenant sportif, comme la GV lui échappe en devenant une pratique à part entière. Moi, je vais m'arrêter là.